Vous regardez bien TV5 Monde, merci de votre fidélité. Place au débat de 64 minutes avec cette question aujourd'hui. L'Europe est-elle sans défense? Intrusion de drones dans l'espace aérien, cyberattaques, désinformation, mise en garde de Vladimir Poutine. Les menaces se multiplient. L'Union européenne se prépare. Alors avec nous pour en débattre ce soir, Sandro Gozzi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé, Renew Europe, secrétaire général du Parti démocrate européen. Pour vous, il est temps d'agir. Je vous cite, vous allez nous dire comment. Avec nous sur ce plateau aussi deux experts. Samantha de Bendern, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au groupe de réflexion Chatham House et ancien officier politique de l'OTAN. À vos côtés, Ulrich Bouna, bonsoir. Bonsoir. Chercheur associé au groupe de réflexion français Eurocréative. Et nous sommes en direct de Berlin avec notre correspondante Hélène Kohl. L'Allemagne a pris un virage militaire inédit et aussi son espace aérien a été violé plusieurs fois la semaine dernière. Donc voilà pourquoi on vous a proposé d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pas trop de drones, effectivement, signalés cette semaine dans le ciel aérien européen. Mais est-ce que la menace se rapproche, Sandro Gozzi? La menace est déjà là. Moi, je suis convaincu que désormais la Russie a pris une voie d'économie de guerre qui va la pousser à nous tester de façon régulière, sinon permanente. D'ailleurs, ils ont testé un peu avec les drones la réaction des pays de l'OTAN et je crois que il y a des rapports de services. Pardon? La réaction, elle a été à la hauteur? La réaction est, je crois que oui, je crois que la réaction a montré une certaine détermination. Il faut évidemment nous donner les moyens en tant qu'Européens d'augmenter nos capacités de défense, de sécurité, les drones, tous ces débats dont on parle. Et parfois on dit qu'on est un peu fragile parce qu'au Danemark, on s'est demandé comment ils arrivaient à survoler ainsi, même certains, la base militaire. Pareil, en Belgique, il y a vraiment beaucoup de failles, selon vous? Disons que pour longtemps, on a pensé que c'était de moins en moins une réalité, la menace de l'Est. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une menace permanente de l'Est et des incertitudes à l'Ouest. Donc, des menaces russes et des incertitudes avec ce qui était notre allié fiable américain, et aujourd'hui qui est un partenaire indispensable, mais pas un allié fiable. Donc il est clair qu'on est dans une phase de transition. Voilà, on va développer ça. On va juste aller à Berlin, retrouver Hélène Kohl, parce que c'est vrai que l'Allemagne, donc pays proche de l'Ukraine, de la Russie aussi, comment cette situation a-t-elle été vécue ? En fait, il y a eu deux chocs en Allemagne. Il y a eu évidemment le choc de 2022 avec l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie qui a remis en question, je dirais, la sécurité de l'Allemagne et aussi sa paix intérieure. Voilà, il y avait une sorte de confort allemand, malgré les mises en garde notamment des pays baltes et de la Pologne du temps dans la décennie 2010. L'Allemagne se reposait un petit peu sur ses lauriers en se disant que finalement elle encaissait les fameux dividendes de la paix. Première remise en question. Et puis le deuxième choc, c'est évidemment l'élection de Donald Trump, la réélection de Donald Trump il y a un an. Et son arrivée à la Maison-Blanche l'hiver dernier avec le sentiment très clair que on peut peut-être plus complètement compter sur cet allié américain. Et donc l'Allemagne a, d'une façon assez spectaculaire, repris le discours que tenaient certains alliés européens et notamment la France depuis plusieurs années en disant qu'il faut doter l'Europe d'une défense propre et avoir une vraie souveraineté dans sa défense européenne. Et ça passe par la souveraineté, une défense renforcée de l'Allemagne. Et Friedrich Merz, en arrivant au pouvoir, a dit qu'il compte avoir la plus grande armée conventionnelle du continent à moyen terme. Et donc, ils ont débloqué des sommes considérables. En fait, le budget de la défense, maintenant, c'est un chèque en blanc. Et l'Allemagne s'équipe, investit massivement. Donc, c'est pas seulement dans la tête que ça se passe. On a eu là les premiers chiffres. Il va y avoir 154 achats massifs de contrats d'armement qui vont être passés là d'ici l'année prochaine, d'ici un an. Les sommes sont colossales. L'Allemagne a pris la mesure du danger. Et on a l'impression qu'elle a réagi. Voilà, et on va voir si effectivement les autres pays européens font de même. Mais je voulais juste faire un petit détour par ce mur anti-drone. On en a parlé, c'est présenté un peu comme une future arme pour se défendre de ces drones. Est-ce que c'est crédible, Samantha de Bendern? On va voir ça ferait un très long mur, et en plus c'est un mur, c'est pas un vrai mur évidemment.
Alors pour le moment, l'Europe n'a pas la capacité de créer ce mur anti-drone. Il faudrait des drones anti-drones, il faudrait trouver un moyen économique de faire descendre des drones, pas avoir des F-35 qui coûtent plusieurs millions d'euros pour abattre des drones qui coûtent entre 10 et 40 000 euros selon les plus sophistiqués. Le problème d'un mur de drones aussi, c'est qu'on a vu la semaine dernière, par exemple en Allemagne et au Danemark, les drones qui ont survolé les aéroports et ont créé des problèmes de retard d'avion, des problèmes de sécurité sur des bases militaires, ne sont pas venus directement de Russie ou du Bélarus. Est-ce qu'on sait vraiment d'où ils sont venus? Parce qu'on a dit que c'était des bateaux. Il y a des soupçons qui sont venus, qui seraient venus de certains navires de la flotte fantôme russe. Il y a d'ailleurs un navire qui a été arrêté par les Français la semaine dernière. Il n'y a aucune preuve pour le moment, mais ils n'ont pas survolé tout le territoire européen pour aller se balader en Allemagne et au Danemark. Donc un mur, ça fait un peu ligne Maginot. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une ligne défensive et puis les Allemands ont tourné par les Ardennes. Donc voilà, ce serait souhaitable d'avoir une défense anti-drone parce que nous n'avons pas aujourd'hui de défense vraiment correcte. C'est le talon d'Achille des Européens. Ulrich Bouna, les drones, on les a vus apparaître avec la guerre en Ukraine et aujourd'hui, l'Europe est à la peine? Sur ce sujet-là, oui, parce que pendant très longtemps, en fait, la défense de l'Union européenne, en tout cas des pays de l'Union européenne, c'était envisagé. Enfin, la menace n'avait pas été prise en compte, tout simplement. La menace, si on prend le cas français, la menace était essentiellement la lutte contre le djihadisme, donc c'était plutôt chercher des pick-up dans le désert du Sahel plutôt que de lutter contre des petits drones à 20 ou 30 000 euros. Donc cette menace, effectivement, elle surprend, elle nous déstabilise sans doute un peu, et du coup, c'est aussi tout le jeu de la Russie dans cette guerre hybride. Finalement, une guerre hybride, c'est d'appuyer un petit peu là où ça fait mal pour essayer de fracturer les opinions et de fracturer les pays. Mais néanmoins, il y a quand même... Je pense que si l'Union européenne et les pays de l'OTAN se mobilisent, on est capable de définir des solutions, notamment en s'appuyant déjà sur l'expérience de l'Ukraine. On voit des partenariats qui commencent à se créer entre l'Ukraine et différents pays de l'Europe pour fabriquer notamment des drones anti-drones. Et puis, on va avoir aussi probablement de l'armement. Après, la question, c'est la volonté politique de le faire et de mettre les financements dessus. Alors, ça tombe bien, puisqu'on a un député européen sur ce plateau. Alors, est-ce que les 27 sont d'accord? Est-ce que ça peut se mettre en place rapidement? Est-ce qu'on a les moyens? Il y a quand même ce plan réarmement à 800 milliards d'euros. Est-ce que l'Europe est prête? Important. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais maintenant, en Europe, il y a un changement important. Et vous parliez des... Berlin, déjà Scholz et Merz a confirmé, renforcé, parlaient de Zeitenwende, des changements d'époque. Et c'est vrai que nous devons nous rendre compte qu'on a changé d'époque radicalement et nous devons assurer notre autonomie stratégique et militaire. Donc, ce qu'on a mis en place, c'était un plan budgétaire, vous l'avez rappelé, de 800 milliards d'euros. Pour moi, la partie la plus importante, ce sont les 150 milliards d'euros qu'on utilise pour développer des projets communs de défense militaire européens. Parce que moi, je crois que la clé, c'est de développer une industrie de la défense européenne. Et quand on voit le Danemark qui investit dans les F-35 américains, est-ce qu'on ne se dit pas, en tant que député européen, c'est un peu dommage quand même? Oui, en tant que député élu en France, je peux les regretter, mais déjà, le Danemark, c'est un des pays qui a énormément évolué dans sa position. Ils étaient dans une position traditionnellement très atlantiste. Les Danemark commencent à discuter, à parler des défenses européennes. Il faut leur donner du temps, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais exactement, c'est ça la raison pour laquelle nous devons développer une industrie européenne, des projets industriels européens, parce qu'il est clair que du moment où on va mettre du budget européen, on pourra pousser les États européens à acheter européen. Aujourd'hui, ils doivent choisir si acheter américain, français ou anglo-italien. Du point de vue d'un gouvernement, c'est une évaluation budgétaire. Alors, ça doit devenir une évaluation stratégique. Une évaluation stratégique. Hélène Kohl est toujours avec nous en direct de Berlin. Est-ce que c'est le choix de l'Allemagne, effectivement, de faire des partenariats européens et d'acheter européen? Alors, on a eu quelques informations là récemment, parce que vous savez qu'en Allemagne, chaque fois qu'il y a des achats d'armes qui sont faits, il faut que ça passe par un débat au Parlement et un vote au Parlement. L'armée est une armée parlementaire, donc il faut une validation du Parlement. Et donc, on a eu quelques fuites là de la Commission défense du Parlement. Donc, on sait que jusqu'au mois de décembre 2026, il va y avoir 83 milliards d'euros passés pour des nouveaux contrats d'armement. Et seulement 8% de cette somme
iront dans des achats d'équipements américains. C'est-à-dire que tout le reste, c'est l'industrie essentiellement européenne, 154 achats. Alors évidemment, l'industrie de la défense allemande est la première servie. On va avoir ces fameuses frégates F-127 fabriquées par TKMS pour 26 milliards d'euros. Donc vous voyez, vraiment, l'Allemagne donne du travail à sa propre industrie. Mais on a aussi voilà, la tranche, les Eurofighters, donc EADS Airbus. Donc il y a vraiment une volonté de la part de Friedrich Merz de diversifier l'armement allemand pour renforcer cette souveraineté européenne. Et il le dit vraiment à chaque fois, et c'est vraiment le deuxième moteur de la fusée de Zeitenwende. Olaf Scholz disait, voilà, il faut comprendre qu'on a changé, que le monde a changé. Avec Friedrich Merz, on avait vraiment l'idée de dire, il faut qu'on repense nous-mêmes notre défense, et il le dit toujours à chaque fois, une Allemagne forte, une Allemagne avec la première armée conventionnelle du continent, c'est son but, c'est pour servir l'Europe et la paix et la sécurité en Europe. Donc vraiment l'Allemagne forte pour une Europe forte. Voilà, pour une Europe forte, et c'est vrai que, vous l'avez dit, une armée forte. Alors on voit que la production annuelle d'obus d'artillerie, par exemple, en Europe, devrait atteindre 2 millions de projectiles d'ici la fin de l'année 2025. On sent cette volonté d'aller de plus en plus vite. Alors est-ce que c'est une des clés pour être une Europe de la défense, d'avoir un équipement vraiment européen? Alors c'est absolument essentiel pour plusieurs raisons. On a parlé de la dépendance vis-à-vis des États-Unis, du fait que le Danemark vient d'acheter plusieurs F-35, mais il y a une autre chose, c'est qu'en investissant dans la défense européenne, ça va créer de l'emploi. L'emploi va créer de l'argent qui va rentrer dans le budget parce qu'il y aura forcément une imposition, et ça va vraiment renforcer l'Union européenne, non seulement du point de vue défense, mais ça va aussi faire rentrer de l'argent en Europe. Mais comment on joue avec les États-Unis, principal partenaire de l'OTAN? Eh bien, c'est tout le problème. C'est tout le problème, parce que les États-Unis mettent de la pression sur les pays européens aussi. Pourquoi est-ce que le Danemark a décidé de renforcer sa dépendance vis-à-vis des États-Unis? On se demande s'il n'y a pas eu un petit coup de bras de fer entre les Danois et Trump qui menace quand même une partie du territoire danois quand il dit qu'il veut prendre le Groenland. Donc, les États-Unis restent aujourd'hui encore la plus grande puissance militaire mondiale, et ils ont une capacité de tordre le bras à ceux à qui ils le tordent le doigt. Et la clé ici aussi, c'est l'unité européenne. Si l'Europe n'est pas unie, elle ne va pas y arriver. Et le gros problème quand on parle de défense, c'est le concept de l'unité politique. Parce que pour le moment, politiquement, il y a une insuffisance d'union politique européenne qui va impacter cette défense. Est-ce que vous êtes d'accord, Sandro Gozzi, c'est pas assez d'unification, même s'il y a ces pressions qui se multiplient? Absolument d'accord. Moi aussi, je crois que le Groenland a beaucoup joué sur la décision des Danoises d'acheter des avions américains, mais il est clair que là, tout le monde maintenant parle de défense européenne. Le problème, c'est qu'ils le font de façon fragmentée, improvisée. Fragmenté parce qu'il n'y a pas assez de projets et de budgets communs. C'est pour cela que j'insiste sur ce programme SAVE, c'est 150 milliards pour développer des véritables projets communs. De façon fragmentée parce que vous voyez, même les bonnes initiatives d'Emmanuel Macron, que je soutiens, ils ne sont jamais insérés dans un cadre des traités pour rendre cette intégration de la défense permanente et structurée. Et nous devons utiliser les traités pour les groupes des pays volontaires, parce que ça crée des synergies avec les marchés uniques. Nous devons développer un marché unique de la défense, nous avons besoin des marchés publics de la défense, et nous avons besoin d'union politique, parce que c'est impensable. Mais pour l'instant, elle n'est pas là. Pour l'instant, elle n'est pas là, mais on peut y aller très rapidement. Il faut éliminer les vétos, il faut laisser les pays qui veulent accélérer leur coopération de la défense, de les faire sans être bloqués par les vétos des uns ou des autres. Il faut réformer les budgets. On est en train de discuter maintenant de la modification. C'est très lent, et alors que là, vous l'avez dit, même vous dites la menace, elle s'accentue, mais l'Union européenne, moi je pense qu'aujourd'hui, à cause de la perte des populismes nationalismes, on ne parle plus d'union politique, encore moins parler de fédéralisme européen, mais la voie fondamentale, c'est l'intégration politique. L'intégration politique, ça veut dire plus de puissance militaire d'investissement, ça veut dire plus d'efficacité, donc moins de vétos et un budget adapté, et ça veut dire aussi le développement d'une union politique et d'une démocratie européenne. Ce sont les trois choses qu'on doit faire. D'ici à 2029, on a des bonnes raisons pour les faire. Les bonnes raisons, c'est la menace russe,
les nouvelles menaces à la sécurité européenne et aussi la décision d'unifier les continents. Nous avons décidé d'unifier les continents, d'ouvrir nos portes à une dizaine de pays. Comment nous pouvons ouvrir ces portes sans travailler sur l'union politique, sans travailler sur l'efficacité du processus décisionnel et sans travailler sur un nouveau budget? Comment peut-on expliquer à nos citoyens qu'à 27 déjà ça marche mal et à 35 sans réformer ça va mieux marcher? Effectivement, ça semble compliqué. Et après, pour mettre les pieds dans le plat, donc il y a l'OTAN. On a parlé, Emmanuel Macron le défend, parfois d'une armée européenne. Est-ce que ça c'est jouable ou c'est impossible? C'est un vieux serpent de mer, ça ne verra jamais le jour? Je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça en fait. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a une réalité qui est que, comme ça a été dit tout à l'heure, les États-Unis sont la première puissance militaire du monde, qu'un certain nombre de pays ont toujours basé leur défense sur le partenariat avec les États-Unis. On peut penser à la Pologne, on peut penser à l'Allemagne. On a vu que le partenariat, là, parfois, il pouvait être un peu, fragile. Pas vrai. Enfin, oui, dans les discussions, mais dans les faits, l'armée américaine est présente. Et pour le coup, les Polonais sont prêts même à accueillir plus de soldats américains sur leur territoire. Donc, il y a une réalité qui est qu'à court terme, effectivement, ça va être compliqué. Enfin, il est irréaliste de penser que l'Union européenne, dans l'année qui vient, peut devenir complètement autonome sur le point de vue de la défense. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Emmanuel Macron, d'ailleurs, avait parlé d'une échéance à 10 ans. Mais donc, effectivement, par contre, il faut lancer, comme c'était dit, des projets aujourd'hui pour, dans plus tard, être capable de faire certaines choses. Par exemple, des défenses antimissiles, chose qu'on ne sait pas vraiment faire à échelle industrielle actuellement. Ce sont plutôt les Américains qui le font. Donc, il faut penser à ces nouveaux projets et construire petit à petit les choses avec des nouveaux projets et se détacher petit à petit, effectivement, des États-Unis qui restent incontournables pour le moment, mais qui, dans tous les cas, à court terme, à moyen terme plutôt, eux veulent sortir de l'Europe d'une façon ou d'une autre. Non, mais je crois que la réalité, on va être dépassé par la réalité. Il faudra au moins une dizaine d'années pour avoir cette vraie défense européenne. Et quand je dis européenne, je parle au sein de l'Union européenne. Par contre, ce qui va sans doute arriver, ce qui est déjà en train d'arriver, ce sont des coalitions de pays européens, pas tous à l'intérieur de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, par exemple, fait partie de cette soi-disant coalition des volontaires. Et je pense que c'est pour l'Ukraine. Vous pensez que parallèlement, ça peut développer une défense pour européenne. La défense du continent, on voit par exemple les pays nordiques, donc les 3 pays baltes, la Finlande, la Suède, le Danemark et le Norvège, qui sentent que en cas de pépin, par exemple, si demain ils sont attaqués par la Russie, ils ne savent pas s'ils pourront compter à 100% sur l'OTAN, mais ils savent qu'ils pourront compter sur cette unité dans les pays nordiques. Et donc je crois que la réalité va être que c'est un peu comme Schengen, c'est un peu comme la zone euro, on n'a pas besoin de toujours tout faire tout ensemble. C'est possible de faire des choses avec un certain nombre de pays qui sont unis autour d'une idée, d'une cause, qui sont capables de le faire, et quand on sera au pied du mur, eh bien ils vont agir, et je pense que ça va fonctionner. Il ne faut pas non plus terroriser les téléspectateurs en se disant on est complètement nus face à la Russie. Non, nous pouvons agir, nous ne sommes pas obligés de toujours tout faire tous ensemble. Et si je peux juste rajouter, pour vous donner, parce que vous citiez l'exemple de 2 millions d'obus, il faut se rappeler qu'en 2022, on pourrait utiliser 6 fois moins. Donc quand on est capable de se mobiliser et qu'on décide de mettre les financements, on est tout à fait capable de monter des capacités industrielles assez rapidement. Et Sandro Gottlieb, justement, ce partenariat avec l'OTAN, vous le voyez comment effectivement les Européens peuvent prendre leur indépendance? On a donné une piste, c'est-à-dire l'armement. Mais vous voyez comment ce partenariat? Je le vois à travers des initiatives entre les pays volontaires de l'Union européenne. C'est vrai qu'on ne doit pas être à 27, on ne sera jamais à 27 ou à 30, parce qu'il y a des pays qui ont un statut de neutralité selon leur constitution, Malte, l'Irlande, l'Autriche, d'autres pays qui font des choix différents. Regardez déjà l'Espagne qui fait des choix différents par rapport à l'Italie, à la Pologne, à la France. Mais les traités de l'Union européenne donnent la possibilité à un groupe de pays volontaires, ça suffit 5, et seront beaucoup plus que 5, d'aller de l'avance et de mieux structurer ces piliers européens de l'OTAN. Moi, je crois que nous devons l'autonomie stratégique. Ça ne veut pas dire remettre en cause les alliances transatlantiques. C'est prendre acte que les Américains, je le répète, sont un partenaire incontournable, mais ne sont plus l'allié fiable. Ça fait dès l'époque de la présidence Obama que les Américains nous demandent de nous doter de plus d'autonomie stratégique et de dépenser plus pour la défense. Évidemment, Trump le fait aussi avec une volonté de chantage vis-à-vis des Européens. Vous devez dépenser plus pour la sécurité et vous devez acheter américain. Oui, donc la première, on est d'accord. La deuxième,
pas vraiment, parce que d'ici à 10 ans, nous devons être autonomes. Autonome, ça ne veut pas dire hostile ou détaché de l'OTAN ou des Américains. Autonome, ça veut dire avoir la capacité d'intervenir là où nous avons un intérêt vital qui nous pousse à intervenir, et là où les Américains pourraient décider que ce n'est pas dans leur intérêt de se mettre en première ligne. Voilà, garder son autonomie, on l'a bien compris, l'Europe doit garder son autonomie. Merci Sandro Gonzi d'avoir été avec nous, merci Sandra de Bernard et Ulrich Bonnat, et bien sûr merci à Hélène Kohl en direct de Berlin pour ce débat de 64 minutes.